Latte. Christophe Ondelatte. Tuer, c'est pas bien. Mais tuer sa mère pour de basses raisons d'argent, c'est le pompon. Voici l'histoire d'un matricide commis en 1958 dans le Périgord. L'assassin a été le dernier condamné à mort de la région Aquitaine. C'est une histoire que je tire du livre de Didier Gallo aux éditions JPM, L'affaire Ponce, et c'est avec lui que nous la débrieferons. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, Boris Paczynski à la réalisation. Europe 1, Christophe Ondelatte. Monsieur Benex, ouvrez s'il vous plaît. Et bonjour Georgette. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la veuve Ponce. Elle est tombée dans sa cheminée, elle a brûlé. Mais la porte est fermée à clé. Et si la porte est fermée à clé, comment vous savez qu'elle est morte alors? Mais j'ai senti l'odeur, pardi. Ça sent le cochon grillé. Il faut aller prévenir les gendarmes. Cette scène assez surréaliste se déroule le vendredi 21 mars 1958 au soir à Montpérou dans le Périgord, au lieu-dit les Coulons. Et donc, monsieur Benex, qui est le voisin de cette veuve Ponce qui aurait brûlé dans sa cheminée, fonce à la gendarmerie, où il tombe sur le maréchal des logis-chefs, Armand Stoller. C'est la veuve Ponce. Elle est tombée morte dans sa cheminée. La veuve Ponce? Et quelle horreur. Rappelez-moi, elle vit avec son fils et sa belle-fille, la Georgette, c'est ça? Oui, justement. C'est la Georgette qui est venue me chercher en me disant que ça sentait le cochon grillé et qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la porte. Et donc les gendarmes débarquent devant la demeure bourgeoise, on peut dire ça, de la veuve Ponce. Son fils René les attend sur le perron. Venez par là. Venez. Venez dans la salle à manger. Et les gendarmes la découvrent, affalée dans la cheminée, sur le dos, au milieu des flammes. Elle a le crâne et le haut du thorax complètement rôti. Et son bras droit est tellement calciné qu'il est quasiment détaché du reste du corps. Bon voilà quoi. C'est un accident malheureux. Ça arrive, hein. Et d'ailleurs, une femme est morte comme ça il y a 2 mois dans le village d'à côté. On fait venir le docteur Guillonneau. Faut bien un docteur pour confirmer la mort. Alors, docteur, combien de temps est-ce qu'il a brûlé, ce cadavre? 1 heure environ, je pense. Vous pouvez confirmer la cause du décès? Elle est juste tombée? Et comment voulez-vous que je vous réponde, vu l'état du corps calciné comme il est? Oui, ça ressemble à un accident, mais je peux rien jurer, évidemment. Le maréchal des logis-chefs Stoller sort un petit carnet, et il écrit dessus « La tête du cadavre touche le fond du foyer, la pièce n'est pas en désordre, une chaise est renversée devant la cheminée, il semble qu'elle soit tombée de sa chaise, soit en se penchant pour ajouter des sarments de vigne au feu, soit prise d'étourdissement. » Et il ajoute « L'accident semble naturel. » Et puis il se tourne vers le fils, un maigrelet avec une tête d'oiseau coiffée d'un grand béret. J'étais allé à la cuisine pour prendre une bouteille de vin, et là, j'ai senti une odeur très forte de chair brûlée. J'ai compris tout de suite qu'elle était tombée dans la cheminée, mais j'ai pas osé aller y voir. C'est pour ça que ma Georgette a été chercher le voisin. Et qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? C'est pas un suicide, hein. C'était pas trop son genre à ma mère. C'est pas un crime non plus. Elle était enfermée dans la pièce. Il a fallu forcer la porte pour entrer. Cette histoire de
j'étais dans la cuisine, j'ai senti le cramer, j'y suis pas allé, et j'ai envoyé ma Georgette chercher le voisin, est un peu confusante, vous trouvez pas? Pourquoi diable était-elle enfermée à clé dans son salon, cette pauvre Madame Ponce? Je vous explique le contexte. Dans cette maison, ils sont 6 à vivre. Enfin, ils étaient 6. La veuve Ponce, 78 ans, son fils René, 53 ans, et, non pas la femme, mais la concubine de René, Georgette Créole, avec ses 3 enfants, qui ne sont pas les fils de René. Elle est beaucoup plus jeune que René, 24 ans, et une réputation de mari couche-toi là. Ah, la Georgette, elle tient mieux sur le dos qu'une chèvre sur les cornes, celle-là. Je vous l'ai dit, moi. Elle a eu des amants, on ne sait plus combien. Et ces enfants, on ne sait pas trop qui sont les pères. Hein. C'est une femme de rien, Georgette. C'est une débauchée. Moi, je me suis toujours demandé ce que René faisait avec elle. Hein. Enfin, en même temps, 30 ans de moins, je comprends quand même un peu. Hein. La peau d'une jeune, c'est toujours mieux que la peau d'une vieille. Hein. Effectivement. Et donc tout ce petit monde vivait sous le même toit. Et vous le savez, vivre avec sa belle-mère, c'est jamais facile. La veuve Ponce l'avait dans le nez, la Georgette. Du coup, la mère et le fils s'étaient partagé la maison. La mère avait sa pièce au rez-de-chaussée, là où on la trouvait morte, et 2 autres pièces à l'étage, dont sa chambre. Et le fils René, sa Georgette et ses 3 marmots, avaient la cuisine pour eux, et tout le reste de la maison. Chacun chez soi. Vous pensez peut-être que le fils, René, n'est pas à sa place à vivre chez sa mère? Vous vous trompez. Depuis la mort du père, il a hérité. Ils sont justement en train de faire la paperasse en ce moment. Et donc il est chez lui autant que sa mère. Et d'ailleurs que sa sœur, Régine. Ça, il a un peu en travers de la gorge, René, de devoir partager sa maison avec sa sœur. Il se l'a très bien gardé pour lui tout seul. Lui et sa dévergondée de Georgette et ses 3 loupiaux. Et sa mère, tant qu'elle était vivante. Et vous aurez noté qu'elle ne l'est plus. Il faut que je vous dise aussi que le torchon brûlait sec entre la veuve Ponce et sa bru, ou sa faisant fonction de bru. Pas avec son fils, hein. Attention. Son fils, c'était son chouchou. Mais la Georgette, c'est autre chose. Bon, alors, j'ai regardé dans les archives. Figure-toi que la mère Ponce, elle a déposé plainte contre la Georgette au mois d'août dernier, pour coups et blessures. Elle disait que sa bru lui avait dit « Vous n'êtes pas maîtresse ici » et qu'après elle lui avait donné des coups de poing. Et donc elle est venue avec un certificat du docteur qui a constaté les ecchymoses au bras droit et à l'épaule. Alors il y a eu une enquête sociale pour savoir comment la Georgette s'occupait de ses gosses. Ils n'ont rien trouvé à redire. Et donc le procureur a classé sans suite. Et voilà. Mais c'est pas tout. Il y a 3 mois, en décembre, elle a encore déposé plainte. Elle a expliqué que pour aller dans sa chambre, elle devait traverser celle des enfants. Et qu'un jour en passant, elle a fait remarquer à Georgette qu'une couverture traînait par terre, et que l'autre lui a répondu par une gifle. Et après, des coups sur la tête et le visage. Et cette fois encore, elle est venue déposer plainte avec un certificat du docteur. Il y avait un autre sujet de conflit entre la mère Ponce et sa bru. En l'occurrence, avec son fils, surtout. Il ne s'occupait plus du tout de la ferme. Et la Georgette non plus, bien sûr. La ferme, l'œuvre de la famille depuis des générations, était en train de péricliter. Ça en fait des conflits, tout ça, dans le décor de cet accident.
Le premier à avoir un doute sur le caractère accidentel de cette chute dans la cheminée, c'est le docteur, le médecin de famille, le docteur Guillonneau. C'est lui qui a signé le constat de décès. Mais c'est lui aussi qui a signé les 2 certificats médicaux confiés aux gendarmes par la veuve Ponce pour leur prouver qu'elle était battue par sa bru. Le docteur Guillonneau se dit, quand même, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on ne lui aurait pas fracassé le crâne à la mère Ponce avant de la jeter dans la cheminée? Parce qu'il y a un truc qui le tripatouille, le docteur. Quand il est allé constater la mort, il a trouvé que la cheminée était bien petite pour qu'on y tombe accidentellement et qu'on ne puisse pas se relever. Les doutes du docteur Guillonneau se confirment quand le lendemain, il croise le maire de Montpeyroux sur la place. Ah, docteur, je suis content de vous voir. Vous avez signé le certificat de décès pour la veuve Ponce? Et pas encore, mais je vais le faire tout à l'heure. Il faut pas le faire. Ils l'ont tué. Ils l'ont assassiné. Vous êtes sérieux, monsieur le maire? Mais oui, ils le disaient qu'ils allaient la tuer. Ils l'ont même menacé devant témoins. Donc ils l'ont assassiné et hop, ils l'ont balancé à la cheminée. J'en suis certain. Et d'ailleurs, je vais de ce pas faire part de mes doutes à la gendarmerie. Au même moment, René le fils arrive sur la place de Montpeyroux. Il gare sa Juve à 4 et il va tout droit à la boucherie. Alors, René, ta mère, elle nous a quittés, la pauvre. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, elle est tombée dans la cheminée, la tête dans le feu. On est peu de choses. Hein. Bon, dis-moi, il me faudrait un rôti pour le repas d'après les obsèques. Un rôti pour, 15, on sera 15. Tu me le prépares, hein? Je passerai le chercher. Là, il faut que j'aille prendre le cercueil. Il n'a aucune idée de ce qu'au même moment, le maire est en train de raconter aux gendarmes. Ils l'ont tué, c'est sûr. Il faut que vous retourniez là-bas et que vous fassiez une vraie enquête. Vous verrez, il y avait beaucoup de conflits entre eux. Beaucoup trop pour que ce soit une mort naturelle. C'est monsieur le maire. Les gendarmes ne peuvent pas dire non. Le maréchal des logis-chefs Stoller appelle le docteur Guillonneau. Bon, il va falloir faire une autopsie du cadavre de la veuve Ponce. Voir s'il n'a pas été battu, avant d'être jeté à la cheminée. Ah, je suis rassuré. Figurez-vous que j'ai des doutes, moi aussi. Et voilà qu'on sonne à la porte du docteur Guillonneau. C'est René Ponce, le fils. Il veut son certificat de décès. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir te le donner. Et là, René rentre chez lui et il voit débarquer les gendarmes. Et au flair, l'un d'entre eux se tourne vers Jacques, l'aîné des enfants de Georgette Créole. 7 ans. Dis-moi, gamin, tu sais ce qui s'est passé hier soir quand la grand-mère elle a brûlé? Et là, le petit éclate en sanglots. Et Georgette monte au créneau. Mais laissez-le tranquille, ce gosse. Vous avez pas honte de vous en prendre à un gamin de 7 ans? Mais le gendarme insiste. Et voilà que le petit Jacques se met à répondre en boucle. J'ai rien vu. J'ai rien entendu. J'ai rien vu. Et j'ai rien entendu. Le gendarme se dit, il a des choses à raconter, ce petit. Alors il décide de le ramener à la brigade, loin du contrôle de sa maman. Alors, mon petit Jacques, raconte-moi ce qui s'est passé quand la mémé est morte. J'ai rien vu et j'ai rien entendu. Tiens, Jacques, tu veux un bonbon? Tiens, voilà un roudoudou. Tu aimes les roudoudous? Un roudoudou, c'est un bonbon en forme de coquillage que le gamin se met à lécher. C'est comme ça qu'on fait. Avant que la mémé elle monte dans sa chambre, j'ai entendu mon tonton dire à maman: je vais me cacher derrière la porte pour attraper la mémé. Et après j'ai entendu mémé qui criait: au secours! Au secours!
Son oncle, c'est comme ça qu'il appelle René, le compagnon de sa maman. Il raconte que ça s'est passé dans la chambre de la vieille Ponce. Et après, maman et tonton, ils ont traversé notre chambre en portant la mémé. Et elle était vivante? Oui, elle bougeait. Et ils l'ont portée comment? Eh bien, maman, elle la tenait par les pieds et tonton par le haut. Et là, mémé, elle n'arrêtait pas de bouger. Elle avait un tissu noir sur la bouche, mais elle criait quand même. Et après? Après ce qui s'est passé? Tu l'as vu? Oui, oui. Il a tout vu. Il dit que son tonton a traîné la mémé jusqu'à la cheminée qui était presque éteinte et qu'il l'a mise dedans. Et après, mon tonton, il est allé chercher la paille et il l'a mise sur la mémé. Après, il a mis des sarments de vigne et avec une allumette, eh ben, il a mis le feu. René Ponce, le fils, et sa petite amie Georgette ont tué la veuve Ponce. La suite est assez logique. Bon, nous allons immédiatement chercher Ponce. Hein? Vous le séparez d'avec sa maîtresse. Moi, je me rends sur place avec ma voiture et moi, je la ramène ici. Et voilà le maréchal des logis-chefs Stoller face à René Ponce. C'est un tout petit monsieur, René, 1,54 m, avec une drôle de tête, légèrement de traviole, et un éternel béret vissé sur la tête. Le gamin, Jacques, il a dit n'importe quoi. Mais vers 5h15 de l'après-midi, le voilà qui lâche du lest. L'après-midi, ma mère, elle a menacé de me mettre à la porte de la ferme en me disant que j'avais plus rien à voir sur la propriété. J'ai pas supporté. Alors le soir, eh bien je me suis dit, je vais la supprimer. Et votre amie Georgette, elle vous a aidé. Elle m'a aidé à la porter vers la cheminée. À ce moment-là, elle était vivante. Ah oui, oui. Et même, elle criait. C'est les fumées de la cheminée et la chaleur qui l'ont étouffée. Et après, ses cheveux, ils se sont mis à brûler. Et puis sa tête a brûlé aussi. Et puis ses vêtements. Et puis voilà, quand j'ai vu qu'elle brûlait bien, j'ai fermé la porte à clé. J'ai demandé à Georgette d'aller prévenir le voisin en disant que c'était un accident. Eh ben voilà, ça s'appelle des aveux circonstanciés. René Ponce est inculpé d'assassinat. Et maintenant la Georgette, jusqu'à quel point a-t-elle participé au crime? Mademoiselle, il a brûlé sa mère, vive. Il n'aurait pas fait ça, vous. Ça n'est pas vrai, c'est lui qui a voulu. Moi, je voulais pas m'amêler. Mais ces dénégations ne durent pas longtemps. Elle finit par concéder qu'elle l'a aidé à transporter la mémé vivante. Et qu'elle était là quand René, son chéri, a jeté la paille et mis le feu. Mais l'idée, elle était de lui. L'idée peut-être, quoique j'en sois pas certain. Mais vous avez participé. Oui, mais l'idée c'était de lui. Ça lui est venu soudainement. Non, il y a un moment qu'il en parlait. Entre l'argent qu'elle voulait pas lui donner et mes enfants et moi qu'elle voulait mettre dehors, je dirais que ça fait bien 5 ou 6 mois qu'il en parlait. Mais je le redis, c'était son idée. Peut-être. Il n'empêche que vous êtes inculpé pour vous être rendu complice de l'assassinat commis par M. Ponce-René sur la personne de sa mère en aidant ou en assistant en connaissance de cause. Voilà. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, elle n'est pas fut-fut, la Georgette. C'est pas elle qui a inventé l'eau tiède.
Ça veut dire, ma chérie, que tu es complice de cet assassinat. Ça veut dire que tu vas aller en prison, ma choupinette. D'autant plus que tout ça, c'est passé sous les yeux de ton fils de 7 ans. Et que par ailleurs, tu n'as pas l'air rongé par le remords. Pas une seule fois, ma poulette, tu n'as dit que tu regrettais tout ça. Tu as raconté ça avec une froideur qui glace le sang. Sans traîner, le juge ordonne qu'une reconstitution ait lieu chez la veuve Ponce. Et les deux autres refont sans problème les gestes qu'ils ont avoués. À aucun moment, ça n'a l'air de les affecter. Ils restent froids, comme une merde de goujon. Et puis on demande au docteur Calais, médecin légiste, d'autopsier le cadavre à demi calciné de la mère Ponce. Et là, il faut que je vous dise, le cadavre, on l'a pas amené à la morgue, on l'a laissé à la ferme, dans un coin. Eh ben, le chien du voisin a bouffé le bras. Il s'en est fait un nonos. Cela dit, ça n'empêche pas le médecin de conclure. Le corps ne présente aucune trace de coup ou de lutte. Il en résulte que la victime a bien été brûlée vive. Dans la foulée, René Ponce et sa poulette sont placés sous mandat de dépôt. Et en route pour la prison, René Ponce en sort une bien bonne. Et les volailles? Et les bœufs? Qui c'est qui va s'en occuper maintenant? Toi, t'es gonflé, mon coco. Parce que jusqu'à maintenant, tu t'en contrefiché de la ferme. Le lendemain, le journal Sud-Ouest titre « Drame de la haine en Dordogne, un cultivateur fait griller sa mère dans la cheminée. Témoin du drame, un enfant de 6 ans permet de confondre le meurtrier. » Pas un mot sur Georgette et sur le rôle qu'elle a joué. Ça n'a pas l'air d'intéresser ces journalistes. Pourtant, c'est le couple qui a commis cet assassinat, en duo. Heureusement que de son côté, le journal La Nouvelle République a décidé de les appeler « Les amants diaboliques de Montpérou ». C'est un titre plus juste, plus adapté à la réalité. À la prison de Périgueux, dans l'attente du procès, l'attitude des deux oiseaux surprend jusqu'aux gardiens qui, pourtant, en ont vu d'autres. Oh, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, à ces deux-là. Manger. Ils réclament tout le temps à manger. Mais les remords, les regrets, moi je les ai jamais entendus en avoir, hein. Le procès s'ouvre le 17 novembre 1959 devant la cour d'assises de Périgueux. Il y a un monde fou pour y assister. Depuis le temps que les journaux racontent les horreurs que ces deux-là ont commises, les gens ont envie de les voir. Normal. À quoi ressemble ce René qui a mis le feu à sa mère vivante? Et à quoi ressemble cette Georgette, cette traînée qui l'a aidée? Alors quand le fourgon de gendarmerie arrive devant le tribunal, les gens crient « À mort! Assassin! À mort! À mort !» Et pas la peine de gueuler si fort. Lui sera condamné à mort, il n'y a pas beaucoup de doute. Elle, c'est pas sûr. Mais lui, oui. Il a mis le feu à sa mère vivante. Il peut pas échapper à la guillotine. Avant le procès, Georgette a reçu les consignes de son avocat. Laissez-le s'enfoncer tout seul. Il va sans doute vous incriminer.
Il va dire que vous êtes l'instigatrice de cet assassinat. Vous le laissez dire et vous faites en sorte que la balle revienne vers... Le procès dure 2 jours. Et à la fin, comme on pouvait s'y attendre, l'avocat général requiert la peine de mort pour les deux. Sans passion, je requiert la peine de mort contre vous. Au cours de ce procès, vous n'avez pensé qu'à écarter vos responsabilités. Jamais vous n'avez manifesté un seul regret. Vous n'avez pas compris l'énormité de votre crime. Vous devez accepter sans révolte le verdict, quel qu'il soit. Vu la tête des jurés à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de doute sur la suite. Lui n'échappera pas à la mort. Elle, à voir. Elle a eu une enfance difficile, malheureuse. Et rien ne prouve de manière formelle que le crime a été commis à sa demande. Elle était là. Elle a participé au transport de la vieille vivante, sous les yeux de son fils de 7 ans. Elle a vu son chéri jeter la paille sur sa propre mère et y mettre le feu. Mais comment être certain que c'est elle qui a remonté la pendule? René Ponce, vous avez la parole une dernière fois, avant que les jurés ne se retirent. Nous vous écoutons. Je ne suis pas responsable. C'est Georgette, elle m'a demandé de faire ça. C'est elle le mal. Cet idiot ne rêve tout de même pas d'être acquitté. Le délibéré ne dure que 30 petites minutes. Et le verdict tombe. La Cour condamne Ponce René, accusé présent, convaincu du crime de parricide et d'assassinat, à la peine de mort. Ordonne l'exécution à la maison d'arrêt de Bordeaux. Et là, il comprend qu'il va se faire raccourcir. Alors il se met à pleurer, à hurler. D'autant elle échappe à la mort. Georgette Créole est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Naturellement, René Ponce et ses avocats tentent d'obtenir la grâce de la part du président de la République, le général de Gaulle. Sur le papier, ça n'est pas impossible. Le général n'est pas un enragé de la guillotine. Mais là, un matricide aussi sauvage, il rejette le recours en grâce. La décapitation de René Ponce a lieu le 21 juin 1960 à 4 heures du matin à la prison de Bordeaux. Il est le dernier guillotiné de la région Aquitaine. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté le matricide commis en 1958 en Périgord par un certain René Ponce qui tue sa mère pour de basses raisons financières et qui est le dernier condamné à la peine capitale en Aquitaine. C'est une histoire que je tire d'un livre qui s'appelle L'affaire Ponce de Didier Gallo aux éditions JPM et c'est avec lui naturellement que nous la débriefons. Précision importante, Didier Gallo, vous êtes ancien juge d'instruction, mais pas assez ancien pour avoir travaillé sur cette affaire, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que vous tombez dessus? Alors écoutez, comment ça m'est venu? Parce que j'ai une propriété, celle des Ponces, en Dordogne, et on m'a parlé de cette affaire. Donc j'avais décidé de l'étudier et d'en tirer quelque chose éventuellement. Il y a une mémoire de cette affaire en Dordogne? Ah oui. Cette affaire très présente dans la région, je dirais dans le canton d'Île-de-France-de-Longchamp, puisque j'ai entendu, c'était en 2000, j'ai entendu beaucoup de témoins, non pas des faits, mais de l'époque. Et c'est très présent. Écoutez, encore ce matin, j'étais sur la place du marché à Villefranche-de-Longchamp et il y a une dame d'un certain âge qui est venue me voir en me disant « Ah, vous avez écrit l'affaire Ponce, je me rappelle très bien, ils passaient leur temps en voiture et allaient au cinéma. » Georgette est toujours vivante?
Écoutez, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Elle doit avoir un peu plus de 90 ans, si elle est encore vivante. Elle est sortie de prison, je crois, en 73. Le général de Gaulle l'avait graciée, ramenant à 20 ans la peine de travaux forcés à perpétuité. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Et les enfants Les enfants, sans doute. Oui. L'enfant témoin que j'ai appelé Jacques dans le livre, c'est pas son nom, hein, mais je ne voulais pas. Oui, la loi nous oblige à ne pas donner le nom des mineurs. Vous l'avez appliqué. Voilà. Et donc, ce garçon, j'ai eu des contacts avec son épouse. Il a une vie normale, je dirais entre guillemets. Il a été ouvrier d'État, je crois. Il a 3 enfants. Il avait une 50aine d'années en 2000. Donc, je pense qu'il est toujours vivant. Il a une vie très cadrée. Les 2 frères, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors, ce qui me frappe dans cette histoire, Didier Gallo, c'est le manque total d'empathie, de repentance, de regret même. Je ne sais pas si le mot psychopathe existait à l'époque, mais c'est bien ça. C'est un duo de psychopathes. Non, je ne crois pas. Ce sont des gens extraits. Alors, la gamine, elle a eu une enfance épouvantable, et ce qui l'a sauvée aux assises, parce qu'elle aurait pu être condamnée à mort, hein. Le climat était très tendu, mais c'est un jeune avocat, maître Vessière, qui avait son âge, qui avait joué avec elle enfant, et qui connaissait sa vie, qui était une vie épouvantable. Sa mère était une abominable pochetronne qui avait des rapports sexuels devant elle, avec je ne sais combien d'amants, qui vivait avec un brave homme, Grand Louis, mais enfin, c'était quand même 5 litres de vin par jour. Enfin, c'était une enfance épouvantable. Quant à lui, Ponce, tous ceux qui l'ont connu, même ceux qui ont dit qu'il méritait la peine de mort, en fait, m'ont dit que c'était un simplet. C'était un simplet. Voilà, j'ai assisté dans cette affaire à la construction d'un condamné à mort. Comment transformer un individu qui normalement aurait dû avoir des circonstances atténuantes. Au titre de sa bêtise. Oui, il était pas, entre guillemets, normal. Était-il en état de démence? Non, au moment des faits. Nous sommes, c'est le code pénal napoléonien, hein, on construit un homme digne de la guillotine, un homme qui a fait un mauvais usage de son libre arbitre. C'est pas si simple. Il est proche, il est neuneux en réalité, mais toute la machine judiciaire, les psychiatres, la presse construisent un accusé qui est digne de la guillotine. Voilà, on le construit. On montre qu'il n'est pas si idiot que ça. Les psychiatres ont un rôle déterminant. Enfin, cette expertise psychiatrique par 3 psychiatres de la région, dont Maître Lichtenberg me dira, qui était l'avocat de la bricabotte de Georgette, me dira, c'était des moralistes. Maître Moreau-Monteil également, qui était un grand avocat du barreau de Bergerac, me dira, c'était des moralistes. Alors ils parlent de rapacité paysanne, il y a même des plaisanteries, des traits d'humour dans leur rapport d'expertise, mais à aucun moment, évidemment, ils répondent à une question fermée, une question étroite. Était-il en état de démence ? Aujourd'hui, on dirait qu'il avait quand même un discernement qui était atténué. Est-ce qu'on peut écarter que l'idée soit d'elle, de Georgette ?
Oh, alors j'étais pas capable, c'est lui, hein. C'est lui qui est tout le temps en train de dire, quand ils font la cuisine du cochon, le 7 mars, la cuisine du cochon, c'est un rituel, hein, dans le monde rural. Et ils sont en train de faire les saucisses, et à un moment, il dit, oh, je vais la cramer ou la foutre dans le puits. Et à ce moment-là, Grand lui dit, oh, vous devriez pas faire ça, ou tu devrais pas faire ça, tu vas avoir des ennuis. Oui, il raconte, il le dit partout qu'il va cramer sa mère. Il y a une espèce de haine à l'égard de cette femme dont il était pourtant le chouchou. Ben oui, c'est ça qui est troublant. Et il était son chouchou. En vérité, par rapport à sa sœur Denise, il n'avait pas de raison de lui régler son compte. Aucune. Si ce n'est que, quand même, Madame Pons, devant l'abandon de la propriété, ça compte, hein, Oui. le fait qu'il commençait à vendre les bois, Madame Pons était en train de révoquer la donation qu'elle lui avait faite, voyez-vous. Révocation pour ingratitude, il ne payait pas. C'était une donation avec charge. C'était un petit peu l'époque, on était au début des retraites agricoles, hein, mais avant les retraites agricoles, ce qui assurait la vieillesse des agriculteurs, c'était la donation de la terre avec charge. Vous deviez les soins, vous deviez de la viande, vous deviez du vin et parfois un petit peu d'argent. Et c'était passionnant d'ailleurs, cette plongée dans le monde passé qui n'est pas si lointain, hein, ce monde rural. Et ce qui m'a également beaucoup intéressé, c'est le regard que les gens des villes jettent sur les gens des campagnes. On retrouve un peu la même chose aujourd'hui d'ailleurs. Oui, avec les heurts sur les bassines. Vous avez d'un côté les urbains qui veulent donner des leçons aux ruraux. C'est assez. Mais à l'époque, c'est un regard moralisateur. Cette idée folle des juges d'instruction de faire jouer lors de la reconstitution le rôle de la victime par la fille, Ouais, je de l'ai pas la victime raconté. qui a mis des mois à s'en remettre. C'est Des Régine qui joue le rôle de sa mère. Oui. Et tous ceux qui ont connu ces gens-là, qui étaient des gens bien, m'ont dit, mais elle a mis des mois à s'en remettre. Un petit mot sur la victime, Madame Pons. Moi, je la connais pas. Vous avez enquêté sur elle. À moi, elle me fait l'idée d'une peau de vache. Elle n'avait pas très bon caractère. C'est une famille, vous savez, les familles Pons, Lacroix, dans le secteur, c'était des familles qui comptaient. Monsieur Pons, père, avait été, je crois, conseiller général du département. Il avait été le premier à avoir une voiture sur le canton. C'est des familles, il y a la famille Lacroix, sont des familles qui comptent. Il y a des maisons qui parfois ne sont plus très bien entretenues, mais C'est-à-dire, on voit, ils ont une maison qui est autre chose qu'une petite ferme. Oui. Ce sont des familles de propriétaires. Vous savez, dans le monde paysan à l'époque, vous avez le propriétaire, vous avez le fermier, et vous avez le métayer, et enfin, le dernier barreau de l'échelle, pour reprendre une notion siménonienne, c'est le journalier. Grand Loup était un journalier, c'est celui qui ne sait pas si le lendemain il aura du travail. C'était des chaînes de vie, hein. Mais c'était des notables. Alors, elle n'a pas voulu quitter sa maison. Ce qui est une erreur, parce qu'elle le dit à sa sœur, elle le dit partout, ils vont me tuer. Elle a même été chez sa sœur pour passer une nuit parce qu'elle n'avait pas trouvé sa clé pour s'enfermer dans sa chambre. Et elle avait peur qu'ils viennent la tuer. Alors pourquoi ne part-elle pas ? Parce que c'est chez elle. C'est chez elle, nom de Dieu. Oui. Oui, alors elle est brouillée avec tous les voisins. Quand vous allez au c'est couloir... C'est une peau de vache, c'est bien ce que je disais. Elle est, vous savez, lorsque les propriétés sont enchevêtrées, quand notre propriété est loin, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des droits de passage, c'est terrible, les droits de passage. Moi, j'ai eu des affaires rurales que j'ai traitées au début de ma carrière au Sables-d'Olonne, des tentatives de meurtre à cause d'un droit de passage. C'est fou. Il y a des haines qui montent, mais cela dit, l'opinion des gens du pays, c'est qu'elle ne méritait pas ça.
On est quasiment dans le crime parfait. C'est-à-dire que si le maire et le docteur Guillonneau ne font pas part de leurs doutes, peut-être que les gendarmes n'ouvrent pas d'enquête et que tout ça passe à l'as. Oui, mais il y en a des crimes qui passent à l'as dans ces mondes. Il y en a. Bon, il y a les plaintes de la mère Ponce quand même, qui auraient dû réveiller les gendarmes. Il y a les plaintes de la mère Ponce, et puis il y a l'imprudence de ces futurs criminels qui n'arrêtent pas surtout le fils, qui n'arrête pas de dire qu'il va tuer sa mère, Oui. et il le dit à plusieurs personnes. Et il le fait. Donc évidemment, ce n'est pas très raisonnable, je dirais. L'assassin, pour commettre le crime parfait, se doit d'être discret. Ce n'est pas son cas. Revenons un moment sur les raisons du crime. Donc vous avez évoqué les problèmes d'argent, l'idée qu'elle avait de le priver finalement de l'usage des terres qui lui revenaient par son père. Oui, qui avait été, dont elle lui avait fait donation. Oui. Et on pouvait rembobiner en disant je te l'ai donné, je le reprends. L'ingratitude. La révocation est terminée, mais elle avait été bien faite. Le notaire Gardot avait bien fait les choses. Et puis après, Maître Martin, son successeur, était intervenu. Vous savez, le monde rural à l'époque était envahi par le droit. Envahi. Les notaires jouent un rôle considérable. D'ailleurs, dans le dossier, on a le géomètre, on a l'huissier, on a le notaire. Les paysans qui avaient du bien n'hésitaient pas à entrer en procédure. Puisque vous êtes juge d'instruction de métier, Didier Gallo, vous avez consulté, j'imagine, le dossier qui était aux archives départementales. C'est une enquête sérieuse. En 58, on fait des enquêtes qui tiennent la route. Ah oui, non, ce sont des enquêtes remarquables. On a le temps, on voit qu'on a le temps, et surtout, on travaille. L'affaire est résolue tout de suite. Le gendarme Stoller et le capitaine de la compagnie de gendarmerie, c'est bouclé. Le juge d'instruction arrive derrière avec le procureur. C'est le transport du parquet. On avait le temps à l'époque. Transport sur les lieux, c'est très important. Tout le village est au courant, tout le canton est au courant du transport du parquet. Donc c'est bien fait. C'est bien fait parce que la police judiciaire de Limoges, elle va s'attacher à démontrer la préméditation. Et on est dans un cadre extrêmement construit à angle droit, celui du code pénal de l'époque. C'est-à-dire que s'il y a préméditation, ça renforce encore le risque de la peine de mort. Merci beaucoup Didier Gallo, merci pour cette passion que vous manifestez, que vous aviez manifestée dans ce livre dont je me suis inspiré et que chacun d'entre vous pourra trouver sur Internet, qui s'appelle L'affaire Ponce, chez un petit éditeur qui s'appelle JPM. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.